Accusé d'être amorphe face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'opposition politique burkinabé passe à la vitesse supérieure. Elle suspend sa participation au dialogue politique et annonce devant les syndicats et la société civile des marches éclatées sur l'ensemble du territoire national. Le CFAP veut rendre hommage aux victimes des attaques terroristes et dénoncer la gestion de la gouvernance MPP et alliés. Aucun effet secondaire observé chez les personnes vaccinées contre la Covid-19. La campagne de vaccination bat son plein. Les membres du Comité national de gestion de la pandémie ont pris leur première dose ce 25 juin. Où en sommes-nous avec l'opération? Toutes les précisions à suivre dans ce journal. Nouveau rebondissement dans l'emblématique affaire dite de recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale. La réintégration des 87 agents décidée en première instance vient d'être annulée par la Cour de cassation. Le procès en appel devrait s'ouvrir ce matin, mais il a été renvoyé au mois d'août prochain. Que s'est-il passé? On vous dit tout ce soir. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. C'est peut-être un tournant très décisif dans la vie sociopolitique du Burkina Faso sous le deuxième quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. L'opposition politique a fait une sortie du moins inhabituelle au chef de file de l'opposition politique, en plus des cadres politiques. La société civile et les syndicats ont été conviés pour une déclaration importante sur la nation. Deux informations à retenir. D'abord, on apprend que le CFOP claque la porte du dialogue politique. Puis, il annonce des marches dans l'ensemble des 45 provinces du pays. Plus de détails avec Benjamin Kwame. La majorité et l'opposition politique burkinabé ne vont plus se retrouver le 3 juillet prochain. En tout cas, pas pour le moment. On se souvient encore quand les deux partis interrompaient le dialogue politique pour des points non consensuels. Au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. La majorité ne nous a pas suivis dans cette position. Oui, la majorité n'a pas suivi l'opposition. Ce vendredi, elle vient en bloc, en associant des organisations de la société civile et des syndicats pour faire de nouvelles annonces. La sécurité, principal point de cette rencontre. Ainsi donc, la participation de l'opposition au dialogue politique est purement suspendue. Le CFOP persiste. Christophe Dabiré et son ministre de la Défense, Chérif Sy, doivent jeter l'éponge. Ils n'ont plus de stratégie pour éviter que des Burkinabés se fassent massacrer. Si l'opposition politique a décidé de suspendre, nous n'avons pas dit que nous. Le terme est bien choisi. Nous avons suspendu, parce que nous restons une opposition républicaine. Lorsque l'on a une lettre de mission, on n'a pas atteint ses objectifs, un bon patriote, soucieux de la vie des populations, ils doivent avoir jeté l'éponge depuis un bout de temps. Ils ne l'ont pas fait et nous, opposition, on leur demande de faire. Le CFOP dit prendre ainsi ses responsabilités. Il annonce des marches pacifiques et silencieuses en lieu et place du prochain rendez-vous du dialogue politique les 3 et 4 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Nous appelons les forces vives, toutes les forces vives de la nation, soucieuses de reconquérir la paix et de vivre la paix au Burkina Faso, de sortir, de manifester leur mécontentement vis-à-vis de la gouvernance du Premier ministre et de son gouvernement, de venir témoigner leur solidarité aux forces de défense et de sécurité et montrer leur compassion à l'ensemble des victimes. C'est une marche silencieuse, mais des marches légales, des manifestations légales. Il ne s'agit pas de destruction de biens ou de violence. De critique en critique, Chérif Sy s'était offusqué contre certains Burkinabés sur la situation des militaires au front. On vous le rappelle. Parfois, ça fait mal, très mal, d'entendre des gens qui se moussent devant leur bière dire que les militaires ne foutent rien. À cela, nous avons toujours dit, mais quiconque est prêt à s'engager, nous, on est prêt à le former et à l'envoyer ici. Eh bien, Eddy Komboigo apporte aussi la réplique ce vendredi face aux journalistes. On apprend qu'on a tué 2 ou 3, bon, ça n'empêche pas les membres du gouvernement de boire leur bière à Ouagadougou. C'est ça qu'il faut critiquer,
qu'il faut arrêter. Il faut tenir urgemment des assises sur la sécurité, sur la relance économique et mettre un point d'honneur réellement sur la réconciliation nationale. Ce sont des propositions que Eddy Komboigo et ses camarades disent avoir faites. Il y a de nombreux policiers et militaires qui sont en prison et d'autres radiés, et il serait bon pour l'exécutif d'utiliser ses ressources humaines pour lutter contre le terrorisme, laisse entendre Eddy Komboigo. À la gare routière Ouaga Gare Inter, récemment réhabilitée, il y a de la tension dans l'air. Ce sont les petits commerçants précédemment installés sur le site avant sa reconstruction qui grognent. Au nombre de 400, ils ont été déguerpis au départ du projet. Après sa réalisation, seulement 53 d'entre eux vont bénéficier de boutiques pour poursuivre leur commerce. Boutiques insuffisantes, mais aussi leurs coûts jugés hors de portée. Voilà ce qui fâche ces ex-commerçants de la gare routière. Ils se sont fait entendre ce vendredi, Archimel Boy. Les petits commerçants précédemment installés sur le site abritant la nouvelle gare routière expriment leur désaccord suite à la décision de la mairie de Ouagadougou de procéder à un tirage au sort pour l'attribution des 53 boutiques construites autour de cette gare. Ils avancent le chiffre de 400 commerçants déguerpis pour la réalisation de ce projet et 400 commerçants pour seulement aujourd'hui 53 boutiques. Cela suscite questionnements et inquiétudes. Vous savez qu'à Ouagadougou maintenant, là, il y a trop de problèmes. En Boulou, ce n'est pas facile. En ville aussi, ce n'est pas facile. Nous, les petits commerçants, là, on va en fatigue. Actuellement, tous les 400 personnes là sont au bois de goudron. Il y a des autres qui prennent leur matériel à aller déposer à la maison. Et je ne sais même pas où. Donc maintenant, de faire tout possible de gagner tous les boutiques à 400 personnes là. Même si on va chercher un palace, ce n'est pas la gare seulement qui a un palace. C'est ça qu'on nous demande de faire quelque chose à petits commerçants là. Et il n'y a pas que le nombre réduit de boutiques qui inquiète. Ces commerçants jugent exorbitant le coût d'acquisition de ces locaux. De un, le boutique est petit, le prix aussi c'est trop cher. C'est tellement cher qu'on ne peut pas s'en sortir. De nos situations de nos jours au Burkina ici là, est-ce que ça marche? Il y a trop de difficultés dans le pays là. On ne peut même pas s'en sortir même. On n'a pas fait un tirage de sort pour qu'ils viennent construire le gare. C'est pas maintenant qu'ils vont finir de construire qu'ils vont dire que non, ils vont faire tirage au sort. Selon un communiqué de la commune de Ouagadougou, un contrat de bail sera conclu avec les bénéficiaires pour une durée d'1 an renouvelable. Et le tirage au sort tant redouté par ces manifestants est prévu pour ce lundi 28 juin. Cette question maintenant, où en sommes-nous avec l'opération de vaccination contre la COVID-19 ? Plus de 3 semaines après son lancement, les membres du comité exécutif national de gestion de la pandémie reçoivent leur première dose d'AstraZeneca. À ce jour, ce sont plus de 30 000 personnes qui ont été vaccinées sur le plan national. Une opération qui se poursuit alors que la polémique enfle sur la qualité des vaccins dans le monde. Le comité s'est voulu rassurant. Notre pays est sur le bon chemin en la matière. Alexis Belemnaba. Nana Théodore Palais, le secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la pandémie, a reçu ce 25 juin sa première dose de l'AstraZeneca, le vaccin contre la maladie à coronavirus. Cette première dose reçue dans le centre médical Pourbi fait de lui la 30 467e personne sur le plan national à bénéficier de ce vaccin contre la COVID-19. Accompagné des membres du comité qui se sont aussi fait vacciner à tour de rôle. Le message du comité exécutif est d'appeler le public burkinabé à accepter et à participer à l'effort de lutte contre cette pandémie. La vaccination se passe bien. J'ai constaté que j'étais le 30 467e. Ça veut dire que depuis 3 semaines que la campagne a commencé. Il n'y a pas un gros engouement, mais il y a une fréquence très acceptable. Le vaccin AstraZeneca que nous avons ici au Burkina est très valable, est homologué par l'OMS et accepté dans tous les pays du monde. Parce que nous avons vu une information disant que ce n'est pas accepté dans les pays européens. Ce n'est pas vrai.
Dans ce centre médical, l'affluence moyenne varie entre 20 et 25 personnes par jour. Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 2 juin dernier, aucun effet secondaire n'a jusque-là été observé chez les vaccinés, selon le coordonnateur de cet établissement sanitaire. Tout médicament qu'on prend, on peut avoir des effets secondaires. Ce n'est pas que toute personne qui fait le vaccin a des effets secondaires. On peut avoir des effets secondaires liés aux médicaments. Et nous informons les personnes qui viennent se faire vacciner des effets secondaires possibles qui sont liés au vaccin. Ne pas dire que toute personne qui se vaccine automatiquement a des effets secondaires. Mais depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas, en tout cas, eu des effets secondaires signalés par des gens qui ont déjà fait la vaccination. La deuxième dose peut être reçue 8 à 12 semaines après l'administration de la première dans tout établissement sanitaire national ou international. Le rapport du 23 juin du service d'information gouvernementale sur la situation de la pandémie fait état d'un cas confirmé et de 11 cas actifs. 331 échantillons ont été analysés, dont 2 tests de cas de contact, 5 tests de cas suspects et 324 tests de dépistage pour voyage. Restons dans le secteur de la santé avec ces chiffres. 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap. La grande majorité vit dans des pays en développement, dont le Burkina Faso, où les acteurs veulent prendre à bras le corps la situation. Il est question de mettre en place une stratégie pour le développement de la médecine physique et de la réadaptation. En pole position pour l'aboutissement d'un plan en la matière, l'ONG Light for the World nous dit Justin Amontou. Selon le rapport mondial sur le handicap publié par l'OMS, environ 1 milliard de personnes vivent avec handicap, soit environ 15% de la population mondiale. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé et ses partenaires, dont l'OMS et l'ONG Light for the World, veulent mettre en place un plan stratégique pour le développement de la médecine physique et de la réadaptation. Il y a eu une collecte de données qui a été faite sur le terrain, des visites de terrain, des visites dans des structures publiques, des structures privées. Ils sont impliqués donc dans la médecine physique et la réadaptation. Aujourd'hui, nous sommes là donc avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine, pas seulement les acteurs de la santé, parce que la médecine physique et la réadaptation, ce n'est pas que la santé, il y a aussi l'action sociale, il y a aussi l'éducation et d'autres aspects. Et donc toutes ces personnes-là sont réunies ce matin pour valider le rapport donc, du consultant. La préoccupation est l'absence de coordination dans ce secteur. Sur ce point, l'ONG Light for the World veut rectifier le tir. Des actions sont déjà initiées depuis longtemps. Il faut maintenant essayer d'encadrer le secteur pour qu'il puisse prendre son essor. Le deuxième élément, c'est de pourvoir à l'opérationnalisation du secteur de la médecine physique et de la réadaptation au sein de la direction de la prévention du contrôle des maladies non transmissibles. C'est ce service, l'existence de ce service qui va favoriser la coordination des actions et aussi accompagner les acteurs qui sont déjà mobilisés sur le terrain. Le défi principal étant de faire connaître toutes ces actions au niveau du plus grand nombre, donc c'est-à-dire de la population, des bénéficiaires, mais aussi des professionnels de la santé et du social. Mais je crois que cette dynamique est réelle et que nous allons obtenir des résultats probants dans les prochaines années. En termes d'acquis, on note la création d'un centre national de kinésithérapie. Le ministère de la Santé prévoit aussi la création d'une école pour la formation des kinésithérapeutes et autres acteurs de la médecine physique. Ce 1er juin, à travers cet atelier, il est attendu la validation de l'analyse situationnelle de la médecine physique ainsi que le draft du plan stratégique. Venons-en à cette affaire aux multiples rebondissements, l'affaire dite de recrutement frauduleux à la CNSS. Alors qu'on la croyait bouclée avec la décision du tribunal de grande instance de Ouagadougou de réintégrer les 84 agents, c'est à la surprise générale que l'opinion a appris que la décision a été annulée par la Cour de cassation. Le procès en appel, lui, était prévu pour ce matin. Mais pour des raisons que vous allez découvrir tout à l'heure, le procès n'a pas pu s'ouvrir. Les explications de Arsène Konditamdi. Il faut attendre encore un peu plus d'1 mois pour que puisse éventuellement démarrer le procès en appel dans l'affaire du recrutement frauduleux à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les membres de la Cour n'étant pas tous présents, l'ouverture du procès a été renvoyée au 6 août prochain.
Bon, nous, on ne peut que se plier à leurs décisions. Mais en tout cas, le dossier, depuis 2018, vous voyez, ça fait 3 ans déjà que l'affaire perdure. Il y a des intérêts en jeu, de part et d'autre d'ailleurs. Vous avez vu que les autres aussi disent que le plus tôt serait le mieux. En tout cas, bon. Mais comme ils disent que c'est pour une bonne administration de la justice, nous, on veut que ça soit bien administré. Et que, en tout cas, la Caisse nationale de sécurité sociale ne sorte pas perdante dans cette affaire. Que de rebondissements dans cette affaire de recrutement frauduleux. La Cour de cassation vient de casser et annuler la décision rendue par le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui avait ordonné à la CNSS d'intégrer et dédommager les 84 agents dont le recrutement semble entaché d'irrégularité. Et comme vous l'avez suivi de bout en bout, il y a assez d'éléments probants qui montrent qu'il y a eu une large fraude massive au niveau de ce recrutement. Et lorsqu'on va dans les détails, on se rend compte que la quasi-totalité des postes ont fait l'objet de fraude. Donc pour nous, il sied effectivement que ce recrutement ou ce simulacre de recrutement soit annulé pur et simple, et nous allons en tout cas nous battre pour que la vérité jaillisse dans ce dossier. Ben, nous, on était contents. Et pour nous, comme ils ont été très rapides pour appliquer l'autre décision, qu'ils fassent la même chose pour appliquer cette décision de cassation-là, et pour qu'on puisse minimiser les pertes au niveau de la caisse. Le 6 août prochain, tous les membres de la Cour devraient être présents pour qu'enfin le procès en appel puisse démarrer. Tous les acteurs sont aujourd'hui unanimes. Il faut aller vite pour que cette affaire qui dure depuis 3 ans puisse connaître enfin son dénouement. Les acteurs de la justice, notamment les magistrats et les FDS, qui sont très attendus dans le dénouement des dossiers liés aux conflits agro-pastoraux. Ils sont venus du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour prendre part à une rencontre d'échange à Ouagadougou sur la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux. Un cadre qui permettra à ces acteurs clés d'aborder le droit foncier pastoral et la problématique liée à la mobilité du bétail en Afrique de l'Ouest. Abdou Aziz Sari. Ils sont magistrats et agents des forces de défense et de sécurité venus du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Réunis à Ouagadougou, ils se forment sur la sensibilité au conflit en lien avec l'agropastoralisme. L'objectif est de renforcer leur connaissance et leur compréhension du secteur agropastoral ainsi que des différents règlements régionaux, communautaires et nationaux qui régissent ce sous-secteur. Donc c'est une activité très importante parce que vous savez, de plus en plus au niveau de la sous-région, nous connaissons des conflits entre éleveurs, entre les agriculteurs dans leurs déplacements. Donc c'est pour faire face en tout cas à ces conflits et voir comment les gérer qu'il fallait réunir en tout cas les activités qui interviennent au niveau de ces activités-là, notamment les acteurs judiciaires et les forces de défense et de sécurité qui sont les acteurs clés, en tout cas qui participent à la gestion, à la prévention et à la gestion de la transhumance et du pastoralisme. Initiée conjointement par la CEDEAO, le SILS et la GIZ, cette session de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets que sont le projet Élevage et Pastoralisme intégré et sécurité en Afrique de l'Ouest, financé par l'Agence française de développement, et le programme Frontières de l'Union africaine, financé par la coopération allemande. Donc nous trouvons qu'il est essentiel d'assister les agents clés, de trouver des solutions basées sur la loi, en plein respect des droits humains, pour trouver des solutions et pour trouver une voie qui balise à la paix et à vraiment sécuriser les effets économiques qui sont liés à la transhumance et les potentiels économiques qui vont avec. Au-delà de la compréhension du secteur agropastoralisme, il s'agira aussi au cours de cette rencontre régionale d'armer les participants de procédures idoines pour instruire les dossiers relatifs au pastoralisme et à la transhumance. La prise en charge de ces défis-là passe par un certain nombre d'acteurs qui sont importants dans la prévention et la gestion des conflits.
Parmi ces acteurs-là, ce sont les acteurs de la chaîne judiciaire, les forces de défense et de sécurité, les cadres intervenant sur les frontières. Donc nous avons pensé utile et important d'organiser cette formation à leur intention pour les outiller davantage dans l'exercice de leur profession, pour mieux prendre en charge à la fois la prévention, mais également la gestion des conflits entre opérateurs ruraux. Cette formation n'est pas une première selon les initiateurs. Elle a été conçue à travers une harmonisation de l'ensemble des expériences de renforcement des capacités de ces mêmes types d'acteurs dans la sous-région ouest africaine. Des kits apicoles au profit de 200 apiculteurs burkinabés. L'initiative soutenue par l'Union européenne à travers le PACAO est évaluée à plus de 4 milliards de francs CFA. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest qui contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Alexis Belemnaba. C'est un échantillon de kits apicoles destiné à 200 apiculteurs des 13 régions du Burkina Faso. Du matériel composé entre autres de 2000 ruches, 200 combinaisons intégrales de protection, des affumoirs et des seaux de récolte. D'un coût estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, il est subventionné à 50% par l'Union européenne grâce au PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif étant de créer des ressources pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. L'appui de ce jour porte sur la partie production pour accompagner les producteurs à avoir une capacité de production adéquate pour répondre aux besoins du marché. Et comme vous le savez si bien, les revenus dégagés dans cette activité viennent en complément au niveau des bénéficiaires et c'est des ressources pour améliorer leurs conditions de vie. Donc un des objectifs de PACAO, c'est la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'amélioration de leurs ressources et leurs revenus. Le pays compte plus de 16 000 apiculteurs selon un inventaire du secrétariat technique de l'apiculture en 2018, avec une production moyenne de 1000 tonnes de miel par an et un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards 600 millions de francs CFA. Ce coup de pouce du PACAO devrait permettre aux apiculteurs d'accroître leur production et améliorer leur chiffre d'affaires. On le chiffrera en miel vendu à 24 tonnes filtrées, ce qui représenterait un chiffre d'affaires de 72 millions. Et si on prend la cire qui pourrait provenir de ces 40 tonnes, ça s'élèverait à 160 tonnes, soit une valeur d'environ 72 000 francs CFA. Donc par an, les apiculteurs pourraient engranger une somme de 72 720 000 francs. Une chose est de produire le miel en quantité et en qualité. Une autre est de pouvoir l'écouler. Sur ce point, le secrétariat technique du ministère en charge des ressources animales entend permettre à ce secteur de conquérir le marché international. Il faut qu'on produise du miel de qualité, car nous avons obtenu à partir de 2018 une autorisation de la Commission de l'Union européenne pour exporter notre miel. Normalement, c'était dans les 8 pays de l'Union européenne, moins la Grande-Bretagne, il reste 27, et c'est toujours de rigueur. Donc, pour accéder à ces marchés-là, il faut du miel de qualité, dépourvu, par exemple, de pesticides et d'antibiotiques. Et nous avons un plan de surveillance que nous avons élaboré, que nous mettons en œuvre. Annuellement, nous évaluons ce plan-là avec l'Union européenne pour que notre pays reste listé sur la liste, en tout cas des pays exportateurs du miel sur le territoire de l'Union européenne. L'une des difficultés rencontrées par les apiculteurs, c'est le souci des espaces de production. Un appel est lancé à l'endroit du gouvernement afin de leur permettre de bénéficier des espaces de production appropriés. Dans l'actualité de ce 25 juin également, enfin, l'ARCOP sort de son mutisme face aux écroulements d'infrastructures scolaires. L'autorité de régulation de la commande publique a décidé de procéder à une enquête sur le cas précis de Dandé dans le Houé. Mais elle ne s'arrête pas là. La structure dirigée par Tahirou Sanou veut éviter ce type de drame dans l'avenir. Alors, il a initié une formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Sandrine Zougouri nous en dit plus. Des infrastructures publiques qui s'effondrent, occasionnant même le décès d'une élève à Dandé dans la province du Houé.
La situation est grave et elle est irritée à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. La qualité des ouvrages est en cause et par ricochet, le processus d'octroi des marchés publics. Une enquête en cours afin de situer les responsabilités. Décider d'engager une mission d'enquête pour les cas récents, une mission qui est en cours, une mission qui va nous permettre donc de situer les responsabilités et donc d'en décider comme il se doit. Mais au-delà de la mission d'enquête, et d'une manière générale des sanctions qui peuvent être édictées en pareille situation. Des sanctions, mais l'ARCOP ne veut plus que ce drame se répète. D'où cette série de formations des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sur l'évaluation des offres et des propositions. Nous avons la phase planification qui permet d'identifier les besoins et de matérialiser ça à travers le plan de passation des marchés. Ensuite, on met en œuvre le plan de passation des marchés avec essentiellement la phase d'élaboration des offres et les réponses apportées par les soumissionnaires qui se traduisent essentiellement par les dépôts de soumission. Et une fois que les offres sont reçues au niveau de l'autorité contractante, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent pour procéder à l'évaluation et proposer l'attributaire du marché. Et c'est de cette phase-là que nous échangeons justement ensemble avec les acteurs pour leur montrer les bonnes pratiques en la matière. La commande publique étant l'épine du développement d'un pays, les premiers acteurs doivent être professionnels. C'est l'épine parce qu'en réalité, lors que la commande publique est mal faite, les répercussions sont incalculables. Et donc c'est pourquoi il faut véritablement renforcer ou professionnaliser même toute la chaîne donc, de la commande, de manière à ce que les gens puissent savoir quoi faire, que faire et comment faire. C'est cela qui est important. L'intérêt est multiple dans une dimension holiste. L'intérêt est personnel d'abord, parce que cette formation va me permettre de capitaliser la diversité des expériences à travers les gestions d'une part. Cette dimension holiste parce que l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le domaine des marchés publics, dès lors que les acteurs opérationnels qui examinent les dossiers font du bon travail, on aura en tout cas des résultats de qualité, des résultats de satisfaction au bonheur de l'ensemble des parties prenantes que ce sont les bénéficiaires et les autres acteurs. 10 séances de formation ont été organisées sur l'évaluation des offres et des propositions au profit de 400 participants dans la cité du Cavalier Rouge. Engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent à travers l'éducation aux médias et à l'information. Un projet piloté par EduCommunique Afrique et financé par les Pays-Bas qui vise à renforcer la résilience des communautés dans un contexte généralisé par l'insécurité dans la région du Sahel, du Nord, de l'Est et du Centre-Nord. Le projet lancé ce mois s'étend sur 15 mois. Archimède Boy. Le clap de départ est donné pour engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Burkina Faso à travers l'éducation aux médias et à l'information. Une initiative de EduCommunique Afrique qui vise via la télé, la radio et le numérique à contrer la radicalisation des jeunes pour une paix et une cohésion sociale dans les régions du Sahel, du Nord, de l'Est et du Centre-Nord. Il faut dire que cette campagne va consister très précisément à diffuser une série de messages en ligne, également à travers des radios communautaires qui se situent précisément dans les zones d'intervention de ce projet-là, engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent à travers l'éducation aux médias et à l'information au Burkina Faso. Et pour toucher la frange jeune, les porteurs du projet ont aussi prévu s'appuyer sur les influenceurs des réseaux sociaux, une initiative soutenue par le ministère en charge de la sécurité.
Vous savez très bien que notre pays traverse ces dernières années des crises sécuritaires que l'on n'a pas connues de par le passé. Donc du coup, tous les moyens sont bons pour essayer de ramener les gens qui se sont égarés à la raison. Et c'est pourquoi cette campagne digitale, nous la trouvons très opportune. Et vous savez que les gens qui se sont adonnés aux actes de terrorisme et de grande criminalité sont pour la plupart des jeunes. Ce projet bénéficie également du soutien technique et financier du Royaume des Pays-Bas d'un montant d'environ 2,6 milliards de francs CFA. Alors, il faut dire que depuis novembre 2020, nous accompagnons ce projet avec une enveloppe financière de plus de 400 000 euros pour donc soutenir toutes les activités qui seront mises dans les 4 régions cibles. Au-delà de l'enveloppe financière, c'est également un appui technique à travers le développement des synergies avec d'autres partenaires que nous accompagnons sur la problématique de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Cette campagne prévue pour 15 mois couvre la période de juin 2020 à septembre 2022. Des conventions ont été signées à cet effet entre Éducommunique Afrique et plusieurs radios du pays. Ça y est, c'est demain, le grand jour est enfin arrivé. L'acte 3 du marathon des échangeurs de votre télévision BF1, c'est ce 26 juin au stade du 4 août de Ouagadougou avant le top départ. Les organisateurs sont repartis au palais du Mogo Naba, comme vous le voyez sur ces images. Cette fois, c'est le chef suprême d'Emocé qui était porteur d'un présent. Il offre un trophée au grand gagnant de cette compétition d'athlétisme. Plus de précisions avec Issoufou Saré, le directeur général de la télévision BF1, à sa sortie d'audience avec le Mogo Naba Bango. Bien, le marathon, effectivement, c'est à jour J-1. Le Mogo, ce matin, nous a offert le trophée du premier prix que nous sommes venus chercher. Une coupe bien sculptée avec toute une symbole que nous aurons l'occasion de vous expliquer à travers le texte justement du Mogo par rapport à ce trophée. Mais il faut dire, pour ceux qui connaissent le Mogo, c'est lui-même un sportif et un passionné de sport. Et pour ce marathon, effectivement, il est véritablement engagé depuis la première édition à soutenir la télévision BF1 pour que ce marathon se tienne bien. En termes de conseils, en termes de bénédiction, il nous a toujours soutenus. Mais au-delà, matériellement, il nous soutient également. La preuve, il y a ce trophée qui est, je dirais, au-delà de son originalité, est un signe assez fort, voilà, de soutien qui peut être apporté et aussi que ce marathon-là puisse véritablement apporter plus de cohésion et plus de paix dans la ville de Ouagadougou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément dans la commune de Kalsaka dans le Yatenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.